Les crânes du roi Twir et de ses deux chefs militaires spoliés il y a 128 ans ont été restitués à Madagascar. Ironie du sort, c'est un président ayant sollicité la nationalité française qui a accueilli le crâne d'un souverain ayant farouchement rejeté la colonisation française. L'affaire des Boeing 777 impliquant l'ancien ministre des Transports, Valery Ramondzaville, est désormais entre les mains de l'Assemblée nationale. Faute de majorité absolue, le feu vert à la Haute Cour de justice pourrait être bloqué selon un parlementaire interrogé. Les crânes du roi Twir et de ses deux chefs militaires sont de retour à Madagascar, leur terre d'origine, 128 ans après avoir été emmenés en France par les colonisateurs français. Ce retour s'inscrit dans le cadre de la restitution par la France des objets et trésors spoliés durant la période coloniale, conformément à l'annonce faite par Emmanuel Macron en 2017. Après leur arrivée en France, les crânes ont été accueillis le 26 août dernier à l'aéroport d'Ivatu. De là, ils ont été transportés à travers Tsarasoch, à Kurundjanu, à Tanmen, à Nalakili, à Yambuzatouv, avant de retrouver leur place au mausolée où l'empereur Twir est honoré comme un héros national. Une cérémonie militaire a été organisée pour rendre hommage et restaurer la mémoire du roi et de ses deux chefs militaires tombés en résistant à la colonisation française en 1897. La réaction, ce que j'ai dit en malgache tout à l'heure, c'est une réaction de soulagement. En tant qu'arrière-petit-fils du roi Twir, nous sommes et les Sakalaves sont soulagés. Voilà, c'est vraiment là à Belou. Je vous invite d'aller à Belou parce que là c'est l'ébullition. Des dizaines de milliers. Parce que ça aussi, entre Tana et le Ménabé, à l'heure où je vous parle, on est en ébullition. Selon les traditions, de nombreuses coutumes malgaches du peuple sakalave doivent être respectées lors du retour du crâne du roi Twir dans son lieu d'origine. La cérémonie d'accueil à Tandajiv s'est déroulée dans un protocole militaire tout en respectant scrupuleusement les rites ancestraux. En revanche, à Mbik, où repose le corps du roi, les crânes du roi et de ses guerriers seront reçus selon les usages traditionnels. Après la cérémonie au mausolée, ils seront transportés vers la région de Ménabé pour être déposés au Sumba de Belutsidpin. Ironie de l'histoire ou paradoxe historique, durant la cérémonie militaire au mausolée, c'est un président ayant sollicité la nationalité française qui a accueilli le crâne du roi Twir, lui qui avait jusqu'à la mort refusé toute forme de colonisation française. De la fierté, peut-être d'identité, pourquoi pas. Être Sakalave aujourd'hui, je peux regarder les gens dans les yeux dans les yeux. Je suis fier d'un homme qui a donné sa vie pour son territoire. Et n'oublions pas que le Ménabé est dans Madagascar. Donc défendre Ménabé, c'est défendre Madagascar. Donc je suis fier d'être l'arrière-petit-fils d'un héros. De nombreux pays ont déjà obtenu la restitution de leurs biens par la France, conformément à la promesse faite par Emmanuel Macron le 28 novembre 2017. Parmi eux, le Bénin, qui a récupéré 26 objets en 2018, le Sénégal en 2019, avec le sabre et le fourreau d'El Hadj Omar Tall, la Côte d'Ivoire cette année, avec le tambour parleur Titi Ayokwe, enlevé par la France en 1916, et l'Éthiopie qui a récupéré des artefacts préhistoriques tels que pierres et outils en pierre. De nombreux autres pays poursuivent encore aujourd'hui leur démarche pour obtenir la restitution de leurs richesses et patrimoine. Plusieurs jours après la décision du parquet concernant l'affaire des Boeing 777, le cas de l'ancien ministre des Transports, Valery Ramondzaville, dépend de l'Assemblée nationale. Les députés n'ont pas encore donné leur feu vert pour permettre à la Haute Cour de justice de poursuivre ces investigations. Selon un parlementaire, le manque de majorité absolue risque de maintenir l'affaire en suspens, compromettant ainsi la possibilité de sanctionner les grands poissons impliqués. Cette affaire des Boeing n'a jamais été claire dès le départ. Ils vont se protéger entre eux et rien n'aboutira. Pour qu'un dossier soit validé à l'Assemblée, il faut les 2 tiers des députés. Or, plus des 2 tiers soutiennent le régime actuel.
Cela veut dire que si le pouvoir ordonne de valider, ça passera, si le pouvoir dit non, ce sera bloqué. Les institutions se couvrent mutuellement. La HCJ n'a toujours pas présenté de résultats concrets. Il y a trop de zones d'ombre et de choses cachées dans cette affaire. Le pont anticorruption a précisé que ni le président Andrzej Duda ni le premier ministre Christian Tse ne sont directement cités dans ce dossier. Toutefois, pour le député Radirson, il demeure responsable en tant que premier décideur. Peu importe ce qu'on dira, les hauts dirigeants portent toujours la responsabilité, qu'il s'agisse du président ou du premier ministre. Ce sont eux qui prennent les décisions. Or, Madagascar ne possède même pas de Boeing. Si des négociations ont eu lieu, c'est bien eux qui les ont validées. Ils ne peuvent pas se décharger de leurs responsabilités. Ce qui est triste, c'est que ces hauts responsables soient protégés par la loi et deviennent intouchables, alors que tout dans cette affaire a été préparé et orchestré à l'avance. L'affaire du Boeing dépasse la simple question de corruption. C'est l'honneur et la crédibilité de la nation qui sont en jeu. Les députés ne devraient pas instrumentaliser leur majorité pour bloquer le processus judiciaire. Le dossier mérite d'être transmis librement à la justice afin que la vérité éclate et que les responsabilités soient établies, qu'elles concernent ou non les plus hauts dirigeants. Les parents d'élèves ont dû débourser plus de 100 000 AGH pour inscrire leurs enfants à l'école, un fardeau encore plus lourd pour ceux qui en ont plusieurs. Beaucoup affirment avoir consacré l'essentiel de leurs revenus du mois d'août à la scolarisation et aux fournitures, reléguant les autres dépenses au second plan. Pourtant, malgré ces sacrifices, le taux d'inscription reste très faible dans plusieurs établissements. Nous n'avons même pas atteint 20% des effectifs prévus, alors que la rentrée est déjà fixée pour la semaine prochaine. Le pouvoir d'achat est trop bas. Certains parents nous supplient d'accepter leurs enfants et de payer les frais d'inscription petit à petit. L'école et les familles essaient d'avancer ensemble malgré tout. Du côté des parents, la volonté d'assurer l'avenir de leurs enfants est bien là, mais les difficultés financières écrasent leurs efforts. La vie est devenue très dure. Scolariser nos enfants est indispensable pour le développement du pays, mais comment faire si nous n'avons pas les moyens ? Les besoins de base comme la nourriture, la santé et l'éducation devraient être garantis. Aujourd'hui, nous ne pouvons même plus assurer l'essentiel. Les inscriptions payantes dans les écoles publiques continuent d'alourdir le fardeau alors que les autorités avaient promis la gratuité, en particulier pour l'enseignement fondamental. Pour de nombreux parents, le développement de Madagascar passe avant tout par une éducation de qualité, c'est-à-dire un investissement qui ne se limite pas aux infrastructures, mais qui doit aussi renforcer le contenu et la qualité de l'enseignement. Le taux de perte de riz reste particulièrement élevé à Madagascar, notamment durant la période de récolte, une situation que beaucoup de paysans considèrent comme normale, faute de moyens adaptés. Les pertes surviennent dès la moisson, se poursuivent pendant le transport et lors du séchage, jusqu'au stockage dans le grenier. Ces déperditions représentent un manque à gagner important pour les producteurs comme pour l'économie nationale. Les spécialistes du secteur risicole et céréalier appellent ainsi à l'adoption de stratégies plus efficaces associées à l'utilisation de technologies modernes afin de limiter ces pertes et d'améliorer la productivité. Aujourd'hui, on estime à 30 à 35% de pertes après récolte. Donc la première priorité devrait être déjà comment diminuer ça. Et ça se fait par des équipements modernes, industriels, avec un séchage contrôlé. Et sans vraiment de nouveau savoir-faire, puisque c'est quelque chose qui se fait déjà dans beaucoup d'endroits dans le monde. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est comment est-ce qu'on peut ajouter de la valeur à ce produit qui est le paddy, sans avoir des pertes dans la production et tout en augmentant les productions, les performances et en diminuant l'énergie. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut essayer de développer des stratégies avec le gouvernement et les industriels malgaches, puisque ça reste un des aliments de base pour les consommateurs à Madagascar.
Un dialogue de partage et de sensibilisation auprès des décideurs s'impose pour venir en aide aux paysans producteurs de Madagascar. L'objectif est de réduire les pertes de riz et garantir une production propre et de qualité grâce à l'utilisation de machines adaptées au changement climatique. L'État est appelé à jouer un rôle central dans cette démarche. L'État assume la responsabilité de la stratégie globale, tandis que Buller apporte son expertise technique, notamment en matière d'usinage. Au-delà de l'aspect technique, nous mettons également à disposition nos réseaux et nos relations déjà développés en Afrique et en Asie. Nous contribuons aussi dans les domaines de l'énergie, du financement et des partenariats avec des entreprises étrangères. Toutes ces compétences et ces connexions, nous les mettons au service de l'État, tout en restant avant tout des fournisseurs de machines. Le riz n'est pas le seul concerné. La production d'épices, de légumineuses, de maïs et d'autres cultures exige également des méthodes normalisées et des équipements modernes. Les regards se tournent donc vers les autorités, attendues sur la mise en place de stratégies concrètes pour accompagner les paysans afin qu'ils ne soient pas victimes de pertes de récolte. Une question cruciale car la production nationale est déjà insuffisante et elle se réduit encore davantage lorsque s'ajoutent les 30 à 35% de pertes enregistrées au moment de la récolte. Face aux violences basées sur le genre qui persistent à Madagascar, la formation organisée par le réseau des associations de femmes samaritaines s'est poursuivie aujourd'hui. Cette session a porté sur la prise en charge des victimes en présence de nombreux responsables. Beaucoup de personnes ignorent encore vers qui se tourner en cas de violence. C'est pour répondre à ce besoin d'orientation que cette formation a été mise en place. L'objectif reste clair, éliminer toutes les formes de violence. Cela fait 2 mois que l'action a commencé, et nous constatons que les responsables de la sensibilisation prennent désormais leurs engagements au sérieux. Nous leur avons demandé des statistiques, avec photos à l'appui. Le problème est que les victimes ne savent pas toujours où aller ni à qui s'adresser. C'est pourquoi nous avons voulu apprendre à chacun, victime ou non, les démarches à suivre et les structures disponibles. Tous les participants ont rappelé que la lutte contre la violence est une responsabilité collective et que l'entraide constitue un levier essentiel. Déjà en juin dernier, un premier échange avait permis de sensibiliser différents niveaux de la société aux violences basées sur le genre. Les résultats positifs obtenus justifient la poursuite et l'élargissement de cette initiative.